de penser que l'unique fait de mettre une baignoire va te faire exploser ta rentabilité. On y va? Salut les super hôtes, on se retrouve dans un nouvel épisode Super Hot Story. Je suis en compagnie de Kevin, investisseur. Franchement, il a une histoire inspirante, plus de 30 love rooms et on va découvrir tout ça justement devant un de ces immeubles, parce qu'il en a plusieurs. Si tu peux nous présenter, Kevin. Bien sûr. Là, c'est un immeuble du coup que j'ai acheté en avril 2024. Ouais. Donc, c'est un immeuble qui est constitué principalement de 6 studios qui font une superficie totale de 35 mètres carrés par lot. Donc, on a une superficie sur l'immeuble d'environ 190 mètres carrés. C'est un immeuble que j'ai donc acheté au prix de 139 000 €, où j'ai pu récupérer encore 10 000 € en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vice caché, donc j'ai pu m'arranger avec l'ancien propriétaire pour faire baisser le prix. Et donc du coup au niveau de l'acquisition aujourd'hui, j'ai acheté malheureusement sur un taux qui était de l'ordre de 4,60, mais c'est pas si dramatique que ça, parce que si on le référencie par rapport au nombre d'appartements, ça me coûte une mensualité de 283 € par logement. Donc j'ai une mensualité totale actuellement de 1 641 € que je vais certainement revoir à la baisse avec un rachat de crédit avec un taux à 2,75 qui sont les derniers taux mis en place par la BCE. Ok, super. Et du coup là, donc tu as refait toute la façade et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors quand j'ai acheté, donc je pourrais, on montrera je pense les photos avant-après. Donc ici c'était de la terre battue avec pas mal de boue qui était au niveau des places de stationnement actuelles, et on avait une façade qui était complètement délabrée avec des trous un petit peu de droite à gauche. Donc on a refait l'intégralité de la façade. C'était pour moi quelque chose de très important, parce que étant donné que c'est de la location saisonnière, le premier ressenti qu'ont les voyageurs, c'est l'accueil, l'entrée. Si c'est dégueulasse, malheureusement ça convertit pas très bien au niveau du retour commentaire du client. Malgré que l'intérieur est sympathique. Ça marche. Ok, mais du coup là on est dans une des love rooms. Justement toi, j'ai vu que c'est quand même super quali, t'es une décoratrice, ou c'est toi qui... Ouais, alors j'ai effectivement une décoratrice. En général, ce que je fais, c'est que je lui propose une thématique en fonction de ce que je souhaite mettre en place, et elle va me réaliser l'univers en fonction des plans que je vais lui donner. L'aménagement, c'est toujours moi en fait, si tu veux, qui va la transférer pour lui dire voilà, ça va se passer comme ci ou comme ça. Et là, si tu veux, à la base, c'était principalement des F2 à l'origine, mais c'était des petits F2. Et c'était pas quelque chose d'envisageable pour moi de les garder en tant que F2, même si potentiellement on pourrait dire que ça se revend plus cher le jour où tu veux effectuer une vente. Moi, au niveau de la location saisonnière, je préférais avoir quelque chose d'épuré, de grand et de spacieux. Donc du coup, on a créé une ouverture, par exemple, dans cet appartement-là, pour avoir un petit coin nuit avec une petite estrade juste ici pour démarquer un petit peu l'espace nuit, avec pression d'avoir vraiment une pièce à part, notamment au niveau de la peinture, où on a mis couleurs différentes au plafond pour vraiment donner cet effet d'encastrement et de profondeur, tu vois. Et l'idée, c'était d'avoir également la télévision qui peut être mise de n'importe quel sens, même en étant dans la baignoire. C'est-à-dire que là, c'est une télé amovible, tu peux la tourner dans n'importe quel sens, et que tu sois dans le lit ou que tu sois dans la baignoire, tu peux la visionner sans aucun problème. Ok, et justement, parce que tu vois, les personnes qui veulent peut-être lancer des love rooms, ils se demandent quel type de modèle on doit prendre. Toi, est-ce que tu as un retour d'expérience par rapport à ça? Alors, moi, au niveau des baignoires balnéo, au départ, quand j'ai démarré l'activité, donc je me suis spécialisé dans les love rooms fin 2019. Je voulais principalement acheter des baignoires balnéo sur Internet via Alibaba, etc. Et finalement, en fait, c'était très compliqué avec le dédouanement, etc. Et ensuite, il y a eu l'épisode Covid, il y avait du retard, et c'était un peu compliqué. Donc, je me suis principalement fourni chez Distribin pour l'intégralité de mes baignoires. Et aujourd'hui, les baignoires sont adaptées en fonction de la disposition des pièces. Ici, je pouvais me permettre d'avoir quelque chose d'assez large, donc c'est une 1,40 m sur 1,80 m, et on est sur une baignoire balnéo assez haut de gamme pour le coup. Et au niveau de la balnéo, est-ce que tu as des conseils ou parce que j'ai vu qu'il y a balnéo, il y a jacuzzi,
C'est quoi la différence? Et aussi peut-être au niveau de la moisissure ou autre, parce que je me dis il faut de l'aération. Toi, c'est quoi ton retour d'expérience? Parce que là, tu en as quand même plus de 30 maintenant. Alors, en fait, si tu veux, la différence entre une baignoire balnéo et un jacuzzi, c'est assez simple, c'est qu'une baignoire balnéo, c'est toi qui la remplis toi-même. Donc tu arrives, la baignoire elle est vide, tu vas mettre ta propre eau chaude, tu vas la réguler à la température souhaitée, et c'est toi qui gères vraiment la partie température. La différence avec un jacuzzi, c'est que quand tu arrives dans le bain, l'eau est déjà mise en place. En général, il y a un système de chlore, un système de filtration, etc. Le poids n'est pas le même non plus. Dans le jacuzzi, c'est ça? C'est ça. Okay. Le poids n'est pas le même non plus par rapport à une baignoire balnéo. Et la différence également avec une baignoire balnéo, c'est que la baignoire balnéo ne chauffe pas l'eau, elle maintient la température. C'est-à-dire que un jacuzzi, tu peux régler la température comme bon te semble, et là ici c'est simplement un maintien de température. Si je monte l'eau à 40 degrés, la balnéo elle va pouvoir te garder la température à la température souhaitée pendant environ 15 à 20 minutes. Pourquoi 15 à 20 minutes? Parce que la recommandation du fournisseur veut que tu ne dépasses pas ton bain de plus de 15 à 20 minutes, notamment pour les problèmes cardiaques, etc., ce genre de choses. Donc ça c'est les petits avertissements qui te mettent dans la notice en fonction de l'utilisateur. Il y a pas mal de petites choses à savoir en fonction du détail de la balnéo que tu vas acheter, quoi. Ok, et du coup c'est moins cher ou c'est... En général c'est beaucoup moins cher, hein. Un jacuzzi c'est, allez, tu es à peu près entre 7 et 10 000 euros pour un vrai jacuzzi. Une baignoire balnéo, tu tournes en moyenne entre 2 000 et 4 000 euros. Ouais, donc si on veut faire une love room, vaut mieux une balnéo. C'est ça, tout à fait. Alors après, au niveau des voyageurs, tu vas avoir certaines personnes qui vont dire oui, mais finalement c'était pas un jacuzzi, c'est un balnéo, donc faut quand même faire attention avec l'appellation que tu lui donnes. Moi j'ai jamais eu vraiment de problème vis-à-vis de ça, mais j'ai déjà eu plus de 5000 voyageurs au total depuis 2020 qui ont séjourné chez moi. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit oui voilà, ben c'est pas un jacuzzi comme c'est noté dans l'annonce, c'est une baignoire balnéothérapie. Donc je le note dans la description de l'annonce, mais par contre au niveau du titre je laisse le mot jacuzzi, ouais, beaucoup plus parlant. Une balnéo, il n'y a pas tout le monde qui quelqu'un de lambda, on ne fait pas la différence. C'est ça, exactement. Ouais, okay. Et pour alimenter ça, justement, là, si on fait un petit tour de l'appartement, est-ce qu'il y a un grand ballon quelque part? Ouais, alors ici, il est caché juste là. Donc du coup, moi, si tu veux, je mets tout à l'élec. Donc tu as l'intégralité de mes appartements, ils sont en full électrique parce qu'on rénove en général au niveau du DPE. On fait en sorte d'avoir quelque chose qui tourne dans les alentours du C et du D, notamment par rapport aux nouvelles normes de DPE qu'il va y avoir, sur le fait qu'on peut plus louer des appartements à partir de 2034 si on n'a pas au minimum une classification en lettre D. Donc je préfère faire les travaux tout de suite correctement avec une bonne isolation. Très souvent, ce qu'on refait, ça va être les faux plafonds avec de la laine de roche, une isolation de 150 à 300 en fonction de la possibilité. Et si j'ai la possibilité également, j'isole les murs dans l'intégralité. Donc là, tu vois, par exemple, ça c'est des murs placo-plâtre avec de la mousse polystyrène collée d'une épaisseur de 5 cm. Donc là, si je refais le DPE, on doit certainement être en C. D'accord. Et après, en termes de volume, là, par exemple, pour le ballon, c'est un combien de... Là, c'est un 300 litres, c'est toujours du 300 litres. 300. Pourquoi? Parce qu'une baignoire balnéo consomme environ 220 à 250 litres d'eau et il reste en moyenne 50 litres d'eau pour pouvoir éventuellement prendre une douche. Alors, bien sûr, c'est pas une douche 15 minutes sous l'eau, hein, c'est quelque chose d'assez rapide. Et tu as un temps de recharge de l'ordre de 4 heures à 6 heures de ton ballon d'eau chaude pour avoir de nouveau une pleine capacité pour avoir de l'eau chaude. Ok. Et là, c'est quoi ça? Je regardais, ça, c'est pour insonoriser? Ouais, c'est ça. Alors en fait, si tu veux, là, étant donné que c'est un appartement qui est full Airbnb, hormis le dernier étage à gauche qui est un locataire en location nue pour le moment, qui certainement quittera les lieux au mois d'août, j'ai isolé les portes ainsi que la partie qui entoure la porte pour pas avoir de problème d'insonorisation, étant donné qu'on est assez rapproché entre un appartement et l'autre. Donc j'ai préféré régler cette problématique tout de suite pour pas avoir un retour négatif par rapport aux commentaires. Tout est fait en fait pour que le voyageur se sente bien et que la probabilité d'avoir une note 5 étoiles soit de l'ordre de 100%. Ok. Et donc là, si on va dans un autre appartement, et bien du coup là, on arrive dans une seconde love room, et avant de la voir en détail, toi, comment est-ce que tu as eu ces idées? Parce que je me dis, parce que tu es vraiment expert et spécialisé dans tout ce qui est love room. Ouais. Du coup, toi, comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors moi, j'ai commencé la location saisonnière, c'était début 2018. Ouais. J'ai acheté mon premier appartement, c'était de la location Airbnb classique, donc il n'y avait pas de jacuzzi ni quoi que ce soit. À l'époque, il y avait 345 logements sur Mulhouse. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000 dans ma ville.
il n'y avait pas de Love Room du tout. Et j'ai remarqué qu'il y avait bon nombre de gens que je connaissais qui allaient dans des établissements spécialisés qui coûtaient des sommes assez conséquentes justement pour bénéficier d'un spa, d'un hammam, d'un jacuzzi privatif, etc. Et du coup, là m'est venue l'idée de mettre ça en place dans les appartements Airbnb notamment. J'avais vu ça dans des grandes villes où ça commençait tout doucement à mûrir et je me suis dit tiens, pourquoi pas ramener le concept sur ma ville. À ce moment-là, j'étais du coup le pionnier, l'une des premières personnes qui a démarré ce business-là. Quand j'ai démarré et que j'ai fait ma première Love Room, quand j'ai vu la rentabilité que j'avais par rapport au second qui était du Airbnb classique, je me suis dit ok, alors soit c'est un coup de chance, soit ça fonctionne. J'en ai acheté un deuxième, j'ai eu l'opportunité et la possibilité d'en acheter un deuxième, j'ai effectué les travaux, on a fait pareil, c'était exactement la même rentabilité. Et à ce moment-là, du coup, j'ai continué. Tu as réussi à financer facilement ou... Assez facilement. Alors, CDI, j'étais pas du tout en CDI, j'étais au chômage. À l'époque, j'avais une société de rénovation intérieure que j'ai toujours et je ne me versais pas de salaire ni de dividendes ou autre, donc ça me permettait de pouvoir avoir le chômage en parallèle. Quand j'ai effectué du coup mon activité de rénovation, j'avais également la possibilité d'avoir des prix à moindre coût du fait que en tant que professionnel, ma base de tarifaire était beaucoup moins élevée auprès de mon fournisseur qu'un particulier par exemple. Donc c'est vrai que ça avait joué également au niveau des prix des travaux. Mais si tu veux, au niveau de l'endettement, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça parce que ma banque, à chaque fois que je faisais un prêt immobilier, je devenais de plus en plus riche aux yeux de mon banquier parce que j'avais un cash flow qui était tellement fort, de l'ordre de 1400 € en moyenne par appartement, que mon banquier le prenait en considération, non pas comme si c'était de la dette, mais plutôt comme si c'était un revenu. Donc du coup, aujourd'hui, plus j'achète des appartements et moins mon taux d'endettement est élevé. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as des astuces peut-être pour justement créer la relation avec le banquier? Parce que je me dis, pour qu'il te suive sur autant d'opérations, en plus, tu n'étais pas au CDI au départ, etc. Comment est-ce que tu as des conseils ou des astuces Alors moi, je dis toujours, le banquier, en fait, c'est pas simplement un banquier, hein, c'est un partenaire financier. Il faut bien comprendre un truc, c'est que ton banquier, c'est lui qui te permet de pouvoir t'enrichir. Donc si la personne, elle te permet de pouvoir t'enrichir, il faut lui rendre l'appareil. Comment tu vas rendre l'appareil à un banquier? C'est simplement en prenant les PNO chez lui et en les gardant chez lui. Ne faites pas de délégation d'assurance ou autre parce que du coup, il va se sentir biaisé et vous risquez de perdre votre relation. Tu vois, ça, c'est très important de le prendre en compte parce que je sais qu'il y a pas mal de formateurs qui disent oui, voilà, pour payer moins cher, etc., on fait une délégation. C'est bien, oui, c'est bien effectivement si vous souhaitez faire un seul coup, un one-shot dans cette banque et puis on s'en arrête là. Mais si vous voulez avoir un partenariat sur du long terme, je vous déconseille fortement de passer sur ce principe parce que ça va vous poser un porte-à-faux à un moment donné. Et moi, si tu veux, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais dans la rénovation de base, donc je savais très bien ce que je faisais. J'étais pas un novice aux yeux de ma banque, malgré que la première fois que j'ai souhaité faire une demande de financement à mes 18 ans, mon premier banquier m'avait rionné en me disant qu'on pouvait pas vivre de l'immobilier et que c'était pas quelque chose de concevable et que ça ne marchait pas, comme ça tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, donc 2-3 ans plus tard, à mes 21 ans, j'ai finalement acquis un premier logement par une autre banque qui était donc le Crédit Foncier et par la suite j'ai réussi à acheter 2 appartements en cash. Alors ça peut paraître surprenant mais pas tant que ça puisque le prix était de l'ordre de 16 500 € par appartement. Où j'ai rénové moi-même ces 2 premiers appartements, j'ai fait venir mon directeur de banque ainsi que mon conseiller bancaire. Ils sont venus sur place, ils ont vu ce que j'ai fait, ils ont vu le avant-après et c'est à ce moment-là, quand ils ont vu ma capacité à pouvoir faire les choses de telle ou telle manière, qu'ils ont du coup décidé de m'ouvrir les vannes du crédit immobilier, quoi. Et puis là, jusqu'à ce jour, même avec un engagement, parce qu'aujourd'hui ça passe en délégation, j'ai malheureusement plus la main dessus et mon banquier non plus, donc ça passe automatiquement en délégation. Même avec la délégation, j'arrive toujours à me faire financer avec une contrepartie. Avant c'était du 110% et aujourd'hui je mets du 100%, je mets toujours l'apport au niveau des frais de notaire au minimum et éventuellement 10-15 000 €. Par exemple pour cet immeuble, j'ai mis 30 000 € d'apport sur un projet à 139 000 € d'origine. Ouais, c'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. Mais du coup, j'ai vu aussi que tu faisais des petits kits. Alors, pour le moment, je les achète chez Metro. Ouais. Donc, j'ai un compte professionnel chez eux. Tu as des retours vis-à-vis des clients, genre ils adorent. Ah, ils adorent. Ils adorent parce qu'en fait, ça leur donne l'impression d'être dans un complexe hôtelier, ce qui s'en rapproche fortement, mais qui n'est pas le cas en soi. Et ça donne une petite touche personnelle, un accueil personnel. D'ailleurs, on peut voir sur... Moi, j'ai vu que tu as fait des... Ah ouais, tu mets même le petit nom de la personne. On met le petit prénom, voilà, avec le nom de la société. Ça, c'est des cartes de poker, si jamais ils souhaitent jouer au poker. C'est original. Ouais. Et puis là, tu mets même des petites huiles essentielles. C'est ça, diffuseur d'huile essentielle avec 2 parfums synthétiques au choix, donc on peut ajuster ça en fonction de chacun. C'est vraiment personnalisé. Ça, il y en a pour combien en termes de beau et déco, un appart un peu comme ça? Alors moi, sur cet immeuble-là, en général, je m'en sors environ dans les 30-35 000 euros pour un appartement de 50 à 70 mètres carrés. Meubles et les travaux de façon générale. Donc mes travaux, c'est toujours les mêmes. On part sur l'intégralité à neuf. C'est-à-dire qu'à 95% du temps, j'achète des trucs complètement pourris. Donc je refais l'intégralité de la partie sanitaire, l'intégralité de la partie électrique. C'est très très important, notamment pour ne pas avoir de problème, parce que c'est sûr que si maintenant tu devais reprendre des canalisations existantes, te fixer dessus et repartir sur quelque chose de neuf, suffit que tu aies une fuite sur le truc ancien, t'es cuit. Tu vois. Donc là, au niveau de l'assurance, c'est compliqué. Au niveau de l'assurance décennale même de l'artisan, c'est compliqué parce que forcément, lui, t'a assuré le travail du point A au point B, mais finalement, c'est le point Z qui pose un problème et celui-ci, il ne l'a pas touché. Tu vois. Donc là, c'est problématique. Donc je refais toujours, pour dormir tranquillement la nuit, la partie sanitaire dans son intégralité et la partie électrique également, ce qui me permet notamment de pouvoir l'aménager comme je le souhaite. Et pour la partie sanitaire, c'est la même chose. Et après, c'est toujours le même concept. En général, baignoire balnéo sur une estrade avec une petite sortie juste ici, au cas où si ça déborde. Comme ça, voilà, il n'y a pas de risque d'inondation. Et puis ça donne un petit cachet, le fait d'avoir ta balnéo surélevée. De l'autre côté, par exemple, je ne l'ai pas fait parce que la structure ne me le permettait pas. Mais sinon, dès que je peux le faire, c'est toujours une estrade avec la... Ah oui, il y a quand même des petits détails comme ça avec l'estrade. C'est ça, tout à fait. Et c'est surtout que l'estrade, en fait, ici, si tu veux, on verra dans les autres appartements par la suite, mais les estrades sont faits en OSB hydrofugé avec du Fermacell, donc c'est des petites billes, c'est une chape sèche qu'on met en place parce que ça a un effet acoustique et phonique. Étant donné qu'on est sur un plancher en bois, on a également des pour amortir le bruit et l'isolation phonique qui se trouve dans l'estrade nous permet également de ne pas ressentir la vibration d'un appartement à un autre, ce qui peut être forcément désagréable au niveau d'un voyageur, et si c'est désagréable au niveau du voyageur, ça se fait ressentir au niveau de la notation. Et franchement, c'est super sympa, hein. En plus, au niveau de la déco, c'est... Là, le thème, c'est sous la mer, tu vois. C'est sous la mer, Ok, donc là, si on monte à l'étage, du coup... Ouais. Là, c'est le désert rose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est la thématique désert rose. Donc, tu as principalement des formes de dunes avec un petit peu de végétation. Et là, tu vas avoir la tapisserie, voilà, encore une fois, avec tout ce qui est dunes et qui est complètement différente au niveau du sol. Par exemple, ici, tu vois, tu as un sol imitation sable qui a été délimité et coupé à la main. Donc, c'est du lino, hein, c'est du baladum, qui a été délimité sur une partie pour donner un petit peu cet effet de sable. Tu sais, comme si tu étais sur une partie mer et que la partie sable recouvre une partie et pas l'autre. Donc c'était un petit peu galère à faire, mais ça va, on s'en est quand même bien sorti. Ça rend pas mal, ouais, effectivement. Et par contre, tu vois, quand je rentre à chaque fois dans un appartement, j'ai l'impression qu'il fait bien chaud. Est-ce que c'est parce que tu as fait le chauffage, tu le laisses tout le temps à 20? Genre, est-ce que ça te coûte beaucoup au niveau du chauffage? Ou un balnéo comme ça, il faut qu'il fasse assez bon? En fait, l'avantage ici, c'est que c'est des suites de 35 mètres carrés à peu près, 34-35 mètres carrés. Étant donné qu'on a mis le paquet sur l'isolation, donc là, l'intégralité de l'appartement est isolée de fond en comble, un seul radiateur de 2000 watts en élec avec donc une classification A++ me permet de chauffer l'intégralité du logement, d'accord. Au niveau de la consommation électrique, je tourne à peu près à 80 € à 100 € en moyenne, enfin dans les périodes froides, c'est-à-dire décembre, janvier, février. Pour la partie été, je suis à peu près de l'ordre de entre 40 et 60 € par mois. Ce qui est avantageux, aujourd'hui, on sait très bien que le coût de l'électricité, c'est une charge, c'est une grosse charge au niveau de la location saisonnière.
avoir des appartements de ce type, avec une superficie moindre et une isolation qui est relativement bonne, ça te permet en fait de faire de grosses économies par rapport à cette énergie. Et tu as mis un programme particulier ou Pas du tout. Alors nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que je sais qu'il y a des programmateurs, il y a tout un système pour brider l'appareil. Moi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les voyageurs, à partir du moment où tu les brides, ils ont l'impression qu'ils en ont pas pour leur argent. Donc du coup, moi, je le laisse comme bon leur semble, mais vu que je sais qu'à la base, il fait super bon, si là, tu mets 32 degrés, s'ils mettent 32 degrés, c'est un sauna. C'est pas tenable en fait, faudrait être. Ça s'est jamais arrivé que j'ai eu un voyageur, dans cet immeuble en tout cas, qui me mette le radiateur à 32 parce qu'il fait relativement bon. Voilà, donc ça me permet de pouvoir faire de grosses économies au niveau de la facture d'énergie. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu rentres et qu'il fait chaud, après tu penses pas forcément, donc tu le laisses tel quel, mais tu t'y touches pas en fait. C'est ça, et puis finalement tu as une seule consommation, hein, c'est un radiateur. Et ici en fait on a un radiateur et on va avoir également la partie eau chaude pour la baignoire balnéo, sachant que c'est un ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude il te permet de faire un bain tous les 4 à 6 heures. Donc tu sais déjà que si la personne elle reste une journée, qu'elle rentre à 16 heures, qu'elle fait un bain tout de suite à 16 heures, le prochain bain au mieux c'est à 22 heures. Si elle souhaite en refaire un autre, ce sera à 4 heures du matin. 4 heures du matin, la plupart des gens ils sont en train de dormir. Donc en moyenne, sur une consommation, je vais avoir 440 litres d'eau de consommer pour une nuit, soit l'équivalent de 2 bains. Et au niveau d'utilisation de l'eau, ça te coûte cher ou Alors, au niveau de l'utilisation de l'eau, je vais pas te dire de conneries, mais il me semble que c'est 3 à 4 euros le mètre cube d'eau. Donc, si je devais le mensualiser, ça représenterait environ 70 euros par mois. D'accord, à peu près. Ok. Et justement, une personne là qui veut lancer une love room comme ça, toi, ce serait quoi tes conseils? Parce que là, je vois qu'il y a plein de petits détails que tu mets. J'ai vu que tu as même une petite page Instagram, tu mets le nom de la personne. Alors on essaye de le personnaliser au maximum. L'idée, en fait, c'est que, encore une fois, tout se passe dans le moindre détail, dans la tête, dans la psychologie du voyageur. Donc, pour que ça se passe correctement, il faut que l'endroit, l'environnement leur plaise et qu'ils en ont, encore une fois, pour leur argent. Donc quand tu arrives, tu as une belle façade, tu as des places de parking, etc., etc. Finalement, tout ce qui est marqué dans l'annonce. Mais le simple fait déjà d'avoir une façade propre, tu te sens déjà bien. Tu arrives dans la cage d'escalier elle est propre, tu as des petites marches avec, qui font un effet hôtelier, etc. Ça donne envie, en fait, tu vois, avec un petit parfum. L'odeur est très important. Si ça pue, ça fait tout de suite une mauvaise impression, tu vois. Ici, là, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque sortie des voyageurs, on va mettre un parfum d'ambiance dans l'appartement. Et si, une fois le voyageur entré dans le logement, ce parfum ne lui convient pas, il est libre choix au voyageur de changer, puis de prendre celui qui... Et c'est quoi comme parfum que tu mets? Genre, c'est un spray, tu fais comme ça, ou c'est un parfum de maison? C'est des parfums de maison pour les 2 parfums synthétiques que tu as ici. Donc ça, c'est la gamme Ritual actuellement. Bientôt, ils seront changés par ma propre marque. Donc ce sera la marque Kirchhoffheim qui sera mise en place. On pourra en parler plus tard. Ce sera une forme d'upsell pour moi pour vendre des produits complémentaires. Et on a une gamme du coup d'huiles essentielles qui sont à mettre en place via un diffuseur électrique tout simplement, comme celui-ci, tu vois, qui te permet de pouvoir diffuser n'importe quel endroit de la pièce où se trouve une prise électrique. Ok, donc c'est-à-dire que lors du check-out, le prestataire, il fait comme ça. Exactement. Et puis ça... C'est ça. Après, on a un parfum également pour les draps spécifiques, pour que les draps sentent bon, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut que le linge sente bon, pas d'humidité, pas de moisissure, que le linge sente finalement le frais, tu vois. Il faut qu'on sente que voilà, c'est quelque chose de neuf et de propre. Et c'est un truc spécial que tu as trouvé ou non? Alors moi, personnellement, je me fournis chez Métro, mais tu peux trouver un truc dans un magasin, type, tu peux prendre du Fébreze, tu peux prendre un petit peu ce que tu veux, mais il faut que ce soit spécialisé pour du textile finalement. Il ne faut pas mettre le parfum de maison qui est un parfum d'ambiance sur les draps, c'est pas recommandé. Et justement pour tout ce qui est draps, parce que j'imagine qu'au niveau des nuitées, c'est surtout des nuitées ou plusieurs jours ou En général, ça va dépendre de la saison, mais très souvent c'est des 1 nuit à 3 nuits en moyenne. Plutôt des 1 nuit que des 3 nuits, mais c'est à peu près entre 1 et 3. Des fois, tu as des gens qui vont te prendre une semaine complète, mais encore faut-il que ton calendrier puisse le permettre, parce que très souvent, tu vas avoir une personne qui va réserver le jeudi, du coup la personne qui voulait prendre la semaine complète, c'est mort. Donc là à ce moment-là, ça va basculer sur des 1 à 2 nuits. Et au niveau de la gestion du linge, des serviettes, comment est-ce que tu fonctionnes toi au quotidien? Parce que tu as quand même un volume d'appart important. Est-ce que c'est du linge livré, repassé, etc. ou c'est à toi, ou tu fais avec une laverie? Comment est-ce que tu gères ça?
Au départ, j'avais pour idée de créer un business complémentaire et du coup d'ouvrir une laverie automatique qui m'aurait permis du coup de pouvoir alimenter mon propre business par un autre de mes business. Donc du coup, c'est de l'argent qui circule finalement toujours en interne. Mais j'ai pas eu encore la possibilité de trouver le local à l'endroit que je souhaite. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Donc comment est-ce que je m'y prends à l'instant T? Deux façons de faire. Quand vous êtes en monopropriété, ce qui est le cas dans cet immeuble, je vais mettre l'intégralité des machines à laver et des sèche-linges dans la cave ou dans le grenier en fonction de comment est disposé et aménagé l'immeuble en question. Donc là, pour cet immeuble, par exemple, j'ai tout dans la cave. J'ai 6 machines à laver et 6 sèche-linges. Et c'est le prestataire de ménage du coup qui prend l'intégralité, qui va ramener tout le linge en bas et ça me permet en fait de pouvoir avoir mon stock. J'ai environ 5 à 6 jeux de draps par appartement et ça me permet de tourner sans aucun problème. Ouais, tu fais le lavage et avec un sèche-linge, tu fais un séchage et ça marche bien. En fait, en général, vu qu'ils n'ont pas accès au lave-linge ni au sèche-linge en tant que voyageur, la personne qui effectue le ménage, elle va effectuer un cycle court de 30 minutes environ, 30 minutes à 1h30 en fonction de s'organise pour la gestion du ménage. Derrière, en fait, une fois qu'il a terminé de laver le linge, on va mettre tout au sèche-linge, on va faire un cycle de 3h30 et en général, il récupère le cycle de 3h30 le lendemain. Le lendemain. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est quand c'est en monopropriété. Et après, quand tu es en copropriété, je m'arrange pour avoir le lave-linge et le sèche-linge à l'intérieur de l'appartement. Alors, soit on va le cloisonner et on va le mettre avec une clé fermée, comme ça, c'est un endroit où on ne peut pas y avoir accès. Ou alors, on le laisse en libre service. Mais si on le laisse en libre service, on informe le voyageur que du linge propre se trouvera dans la machine à laver et qu'il ne faut du coup pas y toucher. Ça te permet du coup de faire une économie au niveau de la blanchisserie, notamment qui coûte relativement cher et ça te permet d'automatiser ton business convenablement et d'avoir la main dessus surtout. Ok. Donc là, si on va dans un autre appartement, parce que ça n'en finit pas, quoi. Il y en a partout, quoi. Donc là, c'est un 35 mètres carrés, toujours optimisé, avec le coin balnéo et tout. Toi, c'est quoi, pour une personne qui veut réussir une love room, on va dire peut-être les équipements essentiels à mettre en place dans l'appartement? Alors si tu veux faire une love room, là où ça va jouer, forcément c'est la baignoire en question. Donc celle-ci par exemple, ainsi que celle du désert, c'est pas la même que celle du bas malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte la partie technique. Ici la problématique c'était qu'elle ne passait pas dans la cage d'escalier, celle du bas. Donc j'étais obligé de changer de modèle pour un modèle plus petit. En bas on est sur du 1m40, sur du 1m80. Ici on est sur du 1m20, sur du 1m80. Malheureusement il n'y avait pas non plus la possibilité de les passer par les fenêtres parce que c'était pas assez large. Donc j'étais obligé de me résoudre à une baignoire malheureusement qui était un peu plus petit, donc tu fais très bien l'affaire, qui fonctionne très bien, mais ce sera pas du coup la même qualité de baignoire que celle qu'on pourra trouver au rez-de-chaussée. Au niveau des équipements, ce qui est primordial, c'est la literie, donc il faut vraiment avoir quelque chose. Il faut pas que ce soit trop personnalisé, c'est-à-dire que avoir des matelas mémoire de forme ou autre, c'est pas forcément le bon plan. Avoir quelque chose de trop dur, c'est pas le bon plan, et trop mou, pas le bon plan non plus. L'idéal, c'est vraiment d'avoir quelque chose de mi-ferme qui pourrait convenir finalement à un bon nombre de personnes. Faut que la télévision soit de bonne qualité, donc il faut toujours que ce soit une Smart TV. Il faut que la connexion Internet, ça c'est primordial, il faut que ce soit une très bonne connexion Internet, fibrée, haut débit. Et également, bien sûr, si on peut leur proposer des équipements supplémentaires comme Netflix, Amazon Prime, ce genre de choses, bien sûr en bloquant le compte pour pas qu'ils y aient accès aux identifiants, c'est toujours un petit plus. Au niveau des prestations que nous on propose, encore une fois, on va avoir les parfums de maison avec les diffuseurs, etc. Souvent, on va mettre des jeux de cartes, poker, etc. pour avoir quelque chose d'attrayant et d'attractif pour les voyageurs. On va mettre des choses un petit peu plus personnalisées, comme des shampoings personnalisés et individualisés pour chacun d'entre eux, des cotons-tiges, etc. Avec des lingettes démaquillantes, des brosses à dents avec le dentifrice également. Et toujours un petit coin repas, donc la petite table qui va bien avec 2 chaises et le classique, donc les trucs équipements de base comme le frigo, le micro-ondes, la cuisine équipée et les ustensiles de cuisine nécessaires prévus à cet effet avec le café offert et des petits trucs supplémentaires comme par exemple des parapluies qu'on va proposer positions qui sont plus si jamais tu veux sortir et qu'il pleut ou autre. Et après on va proposer des upsells comme par exemple des peignoirs, des entrées et des sorties tardives, etc. Même pourquoi pas des petits déjeuners. Quand tu es en monopropriété, tu peux te permettre de faire des petits déjeuners. Pourquoi? Parce que y a personne qui va te reprocher le fait de faire de la para-hôtellerie. Tu vois, en copropriété, si t'as une clause de bourgeoisie exclusive ou non exclusive, les
copropriétaires peuvent jouer sur le fait que tu fais finalement une activité commerciale qui se rapproche à de l'hôtellerie, donc en tant que para-hôtelier. Et à ce moment-là, tu pourrais avoir des problèmes au niveau de ton RCP, donc le règlement de copro d'origine. Donc là, vu que tu es en mono, tu n'as pas ce cas de figure-là, quoi. Voilà. Et après, on a des petits trucs supplémentaires que moi j'aime bien faire. Par exemple, on peut voir, par exemple, dans la salle de bain, par exemple, tu vois, on va rajouter des petits trucs supplémentaires comme la douchette de WC, ce genre de choses. Et donc, bien sûr, tu as les équipements de base comme le tapis de serviettes, etc., qui est un truc logique et normal. Et voilà un petit peu sur les éléments de base qu'on propose dans chaque appartement. Ok. Et toi, justement, parce qu'on va aller voir les chiffres, un peu, toi, en termes de réservation, etc. Ce que ça. Toi, c'est quoi les meilleures, peut-être, décorations? Parce que je sais, quand on parle de Love Room, bah, soit il y a des trucs un peu chics comme ici, après, il y a des trucs un peu plus trash, avec des cages, des trucs comme ça. Je sais que tu fais pas ça. Et avec tout ce que tu as fait, quelles sont celles qui peut-être marchent le plus? Ou est-ce que si quelqu'un veut démarrer, est-ce qu'il y a un type de déco ou un truc en particulier voilà, que tu conseilles? Alors, moi, je dirais que pour commencer, il faut pas trop se prendre la tête. Il faut avoir quelque chose d'attrayant et d'instagrammable. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont te faire des décorations spécifiques, avec des niches spécifiques, comme ce qu'on discutait en off tout à l'heure. On parlait de Harry Potter, Star Wars, etc. Ce genre de niche-là, par exemple, ça peut être intéressant à partir du moment où tu as de l'argent à perdre, à mon sens. Pourquoi? Parce que si tu investis 25 000, 26 000 euros dans une décoration qui finalement est ultra nichée, comme ce que je disais tout à l'heure, moi par exemple je suis un fan d'Harry Potter, si j'ai une chambre qui est une chambre Star Wars, ça m'intéresse pas personnellement. Donc je vais finalement nicher un maximum mon appartement. Tu vas très bien le louer, tu vas pouvoir louer ça 300, 350 euros, mais ça va être des prix par exemple qui seront exclusivement dédiés à des prestations en week-end. La semaine, tu loueras quasiment rien à ce prix-là. Donc tu vas être obligé de brader des prix. Si tu brades tes prix dans la semaine et que tu investis 26 000 euros, c'est pas la peine. Vaut mieux partir finalement sur une thématique qui parle à beaucoup plus de personnes, comme ce que je fais moi. Par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est jouer sur les thématiques culturelles, Japon, British, Mexicain, Mykonos, Bali, ce que tu veux, ce genre de choses, ça parle à tout le monde et ça fait voyager la clientèle, tu vois. Ça fait voyager le voyageur du coup. Donc je dirais que c'est pas forcément nécessaire de faire des trucs trop poussés où ça demande un gros investissement. Ce qui marche, c'est ce qui parle au plus grand nombre. Et ce qui parle au plus grand nombre, c'est ce que je viens de t'évoquer à l'instant. Ok, donc faire quelque chose vraiment quali, pas extravagant non plus, pas mais rester voilà, dans quelque chose de fonctionnel et sexy, quoi. C'est ça. Et après, tu vas avoir toujours un petit jeu de couleurs. Par exemple, là, si tu regardes au niveau de la baignoire, on va mettre des LED que tu peux modifier un petit peu de chaque couleur. Donc là, c'est des LED professionnels. Hein. N'achetez pas des trucs à action ou ce genre de trucs parce que ça ne tient pas dans le temps. Là, on a vraiment une coque spécifique avec l'IP nécessaire pour la classification au niveau des normes de l'eau, etc. Et puis, on peut vraiment le switcher dans n'importe quel format. Tu vois, par exemple, ici, on a des tableaux, donc c'est des petits aspects techniques, hein, mais il ne faut pas mettre des tableaux en bois. Pourquoi? Parce que tu as une zone d'humidité. Zone d'humidité, tableau en bois, ça pourrit, ça casse. Donc là, on est sur des tableaux en toile, il n'y aura aucun problème et on est bon. Petite partie technique également qu'il faut parler, c'est la partie du coup moisissure, parce que quand vous avez énormément de condensation, il y a la possibilité d'avoir de la moisissure dans les appartements. Ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre une VMC à l'endroit où vous souhaitez mettre votre baignoire balnéo, si vous avez la possibilité de le faire. Et c'est pour ça que, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, que je refais automatiquement les lecs et le sanitaire. Là, si j'avais pas refait les lecs, va tirer une VMC dans un faux plafond, c'est impossible. En fait, toi, tu refais un carré à nu. Je refais toujours tout à nu parce que je suis spécialisé là-dedans. Alors, tu as deux types d'investisseurs. Tu vas avoir l'investisseur qui achète le produit fini et c'est une très bonne chose parce qu'il n'a pas besoin de s'embêter. Ça va lui coûter un petit peu plus cher parce que forcément, il va payer le prix du bien et la rentabilité du bien, mais en même temps, il va faire, il aura zéro travail à effectuer. Ou alors,
si vous voulez faire une love room quali, c'est vraiment je démolis tout et je repars de A à Z. Tu vois, les trucs de l'époque, par exemple, uniquement mettre une baignoire balnéo, mettre tout en blanc, mettre un pot de fleurs juste à côté, les gens ils veulent plus de ça. Aujourd'hui, c'est du logement haut de gamme. Alors tu peux appeler ça haut de gamme, atypique comme tu veux, mais c'est vraiment des appartements à thématique. Encore une fois, pas besoin de pousser dans l'extravagance, mais il faut que ce soit quelque chose d'attrayant et qui plaît. Tu vois, quand tu regardes la chambre dans son intégralité, c'est une décoration qui parle à bon nombre de personnes, et c'est quelque chose où quand tu vois la photo de profil et que tu vois le logement dans son ensemble, ça te donne envie de venir, tu vois. Et c'est aussi très important de prendre en considération que tout ce qui est appartement, baignoire, balnéo, donc love room ou autre, les gens ils viennent principalement non pas pour la ville mais pour le logement, ils viennent pour l'expérience de l'appartement. C'est pour ça que les voyageurs sont beaucoup plus durs au niveau de la notation, parce qu'ils viennent vraiment pour l'appart. Donc il faut vraiment pas qu'ils soient déçus au niveau des prestations que tu proposes. Ok. On va monter en haut juste avant, parce qu'il y a une petite histoire. Le petit dernier. Pardon. Ok, donc là, on arrive dans un chantier. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit les coulisses du avant d'un lancement. Ici, à la base, c'était l'appartement de mon frère. Je ne l'avais pas mis en location saisonnière. Pourquoi ? Parce que je voulais une personne disponible sur place, qui puisse gérer les logements, les aléas, les problématiques s'il y en a. Donc, mon frère s'occupait de l'immeuble. Donc, c'est lui qui fait la partie ménage dans chacun des appartements. Et puis, ça me permettait finalement d'avoir une personne sur place. Sauf qu'entre-temps, petite anecdote, j'ai eu une personne qui a essayé de squatter un de mes appartements et notamment de me voler une télé dans un de mes logements qui était donc ma résidence principale, puisque j'habite dans un immeuble et j'avais 2 logements en bas qui étaient dédiés à de la location saisonnière. Et du coup, ça m'a un peu perturbé psychologiquement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplacé d'ici pour le mettre en bas de chez moi. Donc finalement, mon immeuble, c'est devenu un immeuble familial. J'ai mes 2 frères qui habitent avec moi dans l'immeuble et mon grand-père au rez-de-chaussée. Et ce logement, du coup, est en pleine rénovation. Alors, c'est une petite rénov' en réalité. Pourquoi ? Parce que il était déjà terminé à la base et j'avais déjà prévu à l'origine toutes les arrivées d'eau, etc. puisqu'à l'origine, il était fait pour être en location saisonnière. Donc, on a rajouté une estrade par la suite qui n'était pas là, et puis on a modifié l'aspect coloris qui était... comme vous voyez par exemple sur le mur juste ici, c'était un logement entièrement en blanc. Et là, on vient de lui créer une thématique. La thématique dans ce logement, ce sera 1001 nuits. Donc ici, on a la partie lit qui sera mise en place avec une tapisserie juste ici, prévue à cet effet. On a du coup des arches qui sont juste là. Donc c'est du bois oukoumé, donc c'est du bois hydrofugé qui sera mis au niveau de la baignoire balnéo, juste là-bas. Donc il y aura deux petites arches juste à ce niveau-là. Et du coup, j'ai la décoration qui est en train d'arriver et normalement dans 5-6 jours, je devrais avoir le logement qui est prêt. On avait bien sûr prévu la VMC aussi, donc je sais exactement où elle est parce qu'on avait fait un repérage au préalable au plafond. Donc on va sortir la VMC, mettre le chapeau et comme vous pouvez le voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carotté les murs pour avoir encore à chaque fois dans chaque appartement 2 extractions supplémentaires. Donc dans les autres logements, on les a pas vus parce que je mets les commodes devant. D'accord. C'est ça pour aérer. C'est ça, aération supplémentaire pour que vraiment ce soit... Et malgré les aérations, tu as vu comment il fait chaud dans le logement. Et pourtant, c'est aéré par voie naturelle. Hein, donc, c'est l'air extérieur qui rentre dans l'appartement. Et également, petit tips que je vous donne aussi par rapport à ça, on a fait un carottage pour justement pouvoir mettre des climatisations roulettes. On a simplement à sortir l'extraction depuis la partie ici et non pas du coup par la fenêtre qui des fois ça peut être un petit peu embêtant parce que du coup tu dois baisser le volet, t'as le cache, etc. Là tu les as directement sortis en extérieur donc t'es tranquille quoi. C'est super. Et du coup là avec tout ça il t'est arrivé peut-être des dingueries en location courte durée ou... Ouais, alors écoute, j'ai récemment la petite anecdote que je vais te raconter, c'est j'avais en fait une personne qui squattait mes logements et j'arrivais jamais à savoir qui c'était. Et en fait cette personne-là, elle avait réservé un jour, très certainement via son compte ou un ami à lui, un de mes logements. Et le lendemain, il est venu dans mon appartement à nouveau pour rentrer à l'intérieur sans avoir réservé, et il est en train d'essayer de voler ma télé. Donc en fait, j'ai un collègue à moi qui est rentré dans l'appartement. Le mec, il avait 10 couteaux de cuisine sur le lit,
Pourquoi des couteaux de cuisine? Parce que vu qu'il n'avait pas de tournevis et que c'était une télé accrochée sur un support mural, il était en train d'essayer de démonter les vis derrière avec un couteau, tu vois. Ah ouais. Et donc du coup, mon pote, par chance, il rentre rapidement dans l'appartement. Moi, j'étais sur Strasbourg à ce moment-là. Et le mec, du coup, il le voit en train de voler la télé. Et quand il a aperçu mon pote rentrer dans le logement, il a voulu sauter par la fenêtre. Sauf que vu que c'était au premier étage et que c'est un immeuble haussmannien qui est surélevé, il n'a pas pu le faire. Il a eu peur de sauter. Et j'ai immédiatement appelé la police. Et un deuxième collègue à moi, il est venu pour au cas où, parce qu'on sait jamais, t'as quand même un petit couteau de cuisine sur c'est quand même hard l'histoire, tu vois. Donc j'ai un deuxième collègue qui vient, le temps que moi je rentre de Strasbourg, et la police arrive du coup en même temps. Enfin du moins elle est sur la route. À partir du moment où la personne elle a entendu au téléphone que j'ai dit à mon collègue que la police allait arriver, il a pris finalement quand même l'initiative d'ouvrir la fenêtre et de sauter par la fenêtre. Du coup il a sauté dans mon jardin par derrière, donc depuis la porte de la cuisine, la fenêtre pardon de la cuisine, et il a sauté le petit muret chez ma voisine, et une fois arrivé sur l'axe principal de la rue, la police est arrivée au même moment et ils l'ont attrapé. Par chance, vu que c'était pas la première fois qu'il avait récidivé déjà 4 fois en 2 mois, il a pris 1 an ferme, mais bien sûr le problème c'est qu'en France, un an ferme ça équivaut à 4 mois, 4 mois ferme en réalité, 8 mois de bracelet avec une remise de peine, et voilà, c'est un autre débat, mais voilà. Bon, les petites anecdotes de LCD, quoi. Et un chantier comme ça prend combien de temps? Alors là, celui-ci, pour le coup, je te parle vraiment de cet appartement-là, il est relativement rapide. Pourquoi? Parce que c'est juste de la peinture. Donc en une semaine, on a fini la peinture. Ce qui était un petit peu chiant ici, c'était de refaire l'estrade. L'estrade, ça prend 2-3 jours parce qu'il faut l'isoler, la mettre à niveau, etc. Sortir la canalisation depuis le mur qui était fermé à l'origine. Donc j'en ai pour une semaine, et après il te faut, allez, on va dire une journée pour monter les meubles. Sachant que les meubles, t'as 3 fois rien. Là, je vais rebrancher la télévision, mettre une commode, mettre mon lit et avoir ma table ronde juste ici avec 2-3 tableaux. Finalement, ce qui prend le plus de temps, c'est de monter la baignoire du bas, que je vais galérer à faire monter jusqu'en haut parce que la cage d'escalier elle est assez étroite sans l'abîmer et puis pouvoir la disposer directement sur l'estrade dans l'appart, quoi. Bah, c'est un projet qui se prépare quand même. Il faut des connaissances, quoi. Ouais, il faut. En fait, si tu veux, c'est avec l'expérience. Moi, au départ, les premiers logements, j'ai pas fait totalement pareil. Ce que je conseille plutôt aux gens, c'est déjà de mettre une nourrice dans chaque appartement. Une nourrice, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une centrale, si je peux appeler ça comme ça, une centrale où tu vas avoir toutes tes canalisations, tes arrivées d'eau qui sont reliées au même endroit, avec une vanne indépendante pour chacun d'entre elles. Par exemple, là, j'ai une baignoire balnéo, j'ai la partie cuisine, la partie salle d'eau. Si par exemple j'ai une fuite au niveau de la baignoire, eh ben, je peux me permettre de couper uniquement la vanne de la baignoire et pouvoir avoir le reste qui tourne sans aucun problème, et ça n'altère pas du coup la possibilité de louer l'appartement. Il y aura uniquement la baignoire qui ne sera pas possible au niveau de l'utilisation. Et après, tu as plein de petits trucs. Il y a tellement de choses techniques, il faudrait 4 heures de vidéo pour t'expliquer, mais voilà, tu as plein de petits trucs techniques qu'il faut prendre en compte. Et même si tu as des bons artisans, en fait, l'artisan, finalement, il est payé à faire ce que tu lui demande, donc c'est pas une personne qui va réfléchir à ta place. Ça, malheureusement, je l'ai bien vu maintes et maintes fois. Tu es le seul décisionnaire, et si jamais il y a quelque chose qui a été oublié, c'est pas l'artisan qui va te dire oui, mais moi je savais. Il va simplement te dire qu'il savait pas, que tu l'avais pas informé, que tu voulais faire ceci ou cela. Donc c'est vraiment à toi de réfléchir et de savoir exactement ce qu'il faut faire, quoi. Ok. Bon, après, je sais que tu fais des formations à ce sujet, on va en reparler. Ouais, bien sûr. Mais on va aller devant l'ordi, on va voir un peu les calendriers. Ok, mais on se retrouve là derrière l'élection, c'est quand même assez impressionnant, parce que moi je pensais pas que ça marcherait autant, hein. C'est dingue quand même. Hein. Ouais, c'est. Là on voit, là mois par mois, à chaque fois t'es quasiment rempli, quoi. Bah là, tu vois, c'est par exemple là, t'as sur le mois d'octobre, t'as le mois. Ensuite, tu prends le mois de novembre. C'est tout le temps pareil après. Hein. Je peux le descendre à chaque fois. Ça va être. Ouais, t'es quasiment tout le temps plein, quoi. Quasiment tout le temps plein, ouais. Mois de décembre, ça je t'en parle même pas parce que là c'est la période. Ah, c'est là où ça marche le plus. Décembre, c'est incroyable. Décembre, juillet, août, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Je fais en moyenne 30 à 40% de chiffre d'affaires mensuel par appartement en plus. Et en moyenne, tu tournes entre... là, par exemple, pour le mois de décembre, pour chaque studio, j'étais entre 3000 et 3400 euros. Bien prendre en considération, comme dit, que j'ai un crédit à la base à 1650 euros. Ça fait des rendements monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Et du coup, là, je vois que tu as beaucoup de Airbnb, Booking en général. Ça diffère selon l'appartement, c'est ça? C'est Airbnb, Booking. Après, ça dépend de la saisonnalité, ça dépend de la capacité
De couchage également, par exemple, j'ai un appartement, donc le Burano, celui-ci il est majoritairement loué sur Booking parce que tu as la capacité d'avoir 6 personnes dans le logement. Booking, c'est pour moi un autre type de clientèle, c'est différent d'Airbnb. Les gens, qui réservent en tout cas au niveau de la saisonnalité comme le mois de décembre ou en été, c'est principalement des gens qui viennent non pas forcément pour l'appartement pour le coup cette fois-ci, mais vraiment parce que tu as une capacité de couchage qui est quand même relativement élevée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché de la location saisonnière, ce que tu as le plus fréquemment, ça va être des appartements type 2 couchages ou 4 couchages. Mais c'est vrai que tu n'en as pas tant que ça qui font du couchage à hauteur de 6 voire au-delà. Tu vois. Toi, tu fais? Bah ouais, j'en ai un seul où je teste justement dessus et puis ça marche fortement. Mais du coup, c'est principalement Booking pour le coup. Et ça, c'est un appartement. Baignoire balnéo aussi. En 6 personnes. 6 personnes, ouais. 6 personnes. Ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé justement si j'avais pas des logements plus grands parce qu'ils voulaient venir avec leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas le choix. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Parce qu'ils sont soit en bas âge ou ce genre de choses. Donc là, c'est un autre type de clientèle. Et pour le coup, c'est le seul appartement dans ma ville qui dispose de cet attrait-là. Et du coup, je récupère tous les clients qui sont dans ce cas de figure. Ok. Mais c'est pas celui que je recommande fortement. Principalement, moi, ce que je recommande aux gens, ça va être des appartements entre 35 et 50 mètres carrés. Non pas des studios de 17 mètres carrés parce que c'est trop petit, tu te sens un peu enclavé comme ça, c'est pas agréable. Mais des suites, parce que des 35 mètres carrés, on parle déjà de suites. Quand tu vas dans un hôtel haut de gamme, par exemple, quand on te propose une suite, c'est une pièce qui fait en général 35 mètres carrés, entre 35 et 40. Donc, je dirais que l'idéal pour les baignoires balnéo, c'est du 35 à 50 mètres carrés. Au-delà, faut vraiment que tu vendes des upsells selon moi. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la partie énergie qui va te coûter beaucoup plus cher, la partie ménage qui va te coûter beaucoup plus cher, au niveau de la restauration du logement, de la rénovation, si jamais tu as une dégradation, forcément, vu que tu as tout en plus grand, ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher, etc. Moi ici, tu vois, sur un produit comme ça, c'est un appartement, comme dit, qui fait 35 mètres carrés, donc au niveau de la peinture, si je dois refaire la peinture, ça va me coûter 3 fois rien. Si je dois changer les meubles, comme tu peux le voir, tu as une table avec 2 chaises, un lit et puis une commode. Je veux dire demain, si on me pète le lit, effectivement, c'est embêtant, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose, tu vois, dans la pièce. C'est pas un gros investissement. Au niveau de la prestation, je crois que je suis à tout casser à 2200 avec les petites décos, tu vois. Un petit air cover, ça passe sans problème, et puis tu peux récupérer ton argent, et il n'y a pas trop de dégâts par rapport à ça, quoi. Et du coup, là, j'ai vu que là, on a vu là essentiellement, tu vois, des biens avec des balnéos. Tu fais d'autres. Moi, je loge dans un de tes logements où il y a plutôt un billard, c'est un thème un peu british. Ouais, c'est ça. Je sais que dans d'autres, tu as peut-être des saunas, tu as d'autres trucs où. Le thème british, je voyais pas un thème british sans billard, c'était pas possible, tu vois. Donc là, dans ce cas de figure, on a mis effectivement un billard parce que la place nous le permettait. Donc là où tu as logé, du coup, c'était un 68 mètres carrés. 68 mètres carrés qui était à l'origine un F3. La pièce supplémentaire, je l'ai aménagée en billard, tu vois. Donc au niveau de la consommation d'énergie, elle est moindre parce que t'as pas forcément besoin de chauffer la pièce parce que tu dors pas dedans et parce que tu passes pas ta journée. Tu vas pas passer ta journée devant le billard. Et quand bien même, c'est pas une pièce qui a besoin d'être chauffée en conséquence. Je vais avoir d'autres pièces, par exemple le Japan, par exemple, qui se trouve juste en bas du British. Celui-ci, au lieu d'avoir mis un billard parce que je l'avais déjà mis au-dessus, j'ai mis un sauna, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, c'est un truc que je vais certainement supprimer parce que la plus-value, finalement, au niveau du sauna, elle est pas énorme. Et ça coûte relativement cher. Dans un appartement, tu vas privilégier des saunas infrarouges, donc c'est principalement une consommation électrique. Et le problème, c'est que les gens, malheureusement, ils n'éteignent pas le sauna en fin d'utilisation, ce qui fait que des fois, le sauna, il tourne pendant 15 heures d'affilée toute la nuit, et tu te retrouves avec des factures à 300 euros. 300 euros juste pour le sauna. Après, tu rajoutes en moyenne, pour un appartement de 70 mètres carrés, tu as 240, voire 300 euros par mois. Donc là, ça te bouffe toute la rentabilité, tu vois ce que je veux dire? C'est joli sur la photo, mais finalement, quand je pose la question, parce qu'on se renseigne quand même beaucoup par rapport, on essaie un maximum de personnaliser l'expérience, donc on essaie d'appeler chaque client individuellement et savoir leur ressenti, etc. Et dans 90% du temps, les gens qui réservent le Japan, 90% de ces gens-là ne l'utilisent pas.
Tu vois. Ou alors ils vont l'utiliser, mais quand ils l'utilisent, c'est une utilisation où quand tu leur poses la question, mais est-ce que c'est ça qui a déclenché l'envie de venir? Non, c'est pas ça. C'est la balnéo, le fait d'avoir l'environnement, la thématique, etc. Mais c'est plutôt un bonus alors, c'est ça? C'est un bonus, mais c'est pas c'est pas le bonus. Le bonus, c'est la baignoire. Le sauna, c'est un upsell. Pourquoi pas? Alors tu pourrais éventuellement le garder, le sauna, parce que ça c'est justement la réflexion que je me suis faite l'autre jour. Est-ce que je supprime le sauna et puis je mets quelque chose de plus attrayant, ou un jeu vidéo, une borne d'arcade comme ce que je peux avoir au Pop Art par exemple, ou ce genre de choses? Ou alors est-ce que je la mets en upsell, donc je garde la pièce fermée et puis je fais payer un supplément pour chaque entrée dans les lieux, quoi. Ok. Et toi, avec ton retour d'expérience, c'est quoi peut-être les 3 erreurs que tu vois que les débutants font quand ils veulent se lancer peut-être dans une love room? La première erreur, c'est de vouloir c'est de penser que l'unique fait de mettre une baignoire va te faire exploser ta rentabilité. Le fait d'avoir uniquement une baignoire, ça va juste te noyer dans une masse de personnes qui font déjà la même chose, et donc finalement tu vas peut-être faire 30 voire 40% de réservation si tu es chanceux. Mais voilà, ça pour moi c'est la première des erreurs. La deuxième des erreurs, c'est de ne pas se former de façon générale, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre dans le domaine. On pourrait penser que c'est quelque chose qui est anodin, facile, mais tu as plein de petits détails qui font que tu vas avoir des problèmes à un moment donné. Et ce qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, sur des plateformes comme Airbnb et Booking, on va parler notamment d'eux parce que c'est les principales plateformes sur lesquelles tu vas louer tes logements, ça s'est vraiment professionnalisé. Notamment au niveau de la plateforme Airbnb, où aujourd'hui, à l'époque, si tu avais un problème, la technique c'était je supprime mon annonce puis je la refais. Tu vois, c'était assez simple. Aujourd'hui, ils te suppriment ton annonce, pour la refaire, c'est très compliqué parce qu'ils ont injecté du coup l'intelligence artificielle. S'ils voient que c'est la même adresse avec les mêmes photos, ou même non pas forcément les mêmes photos, mais que les photos se ressemblent d'une annonce à une autre, ils vont te rebloquer l'annonce, et à ce moment-là, du coup, tout est automatisé, hein. Donc à ce moment-là, il faut faire appel. Quand tu fais appel, c'est un humain qui prend le relais. Si l'humain, il voit qu'effectivement c'est la même annonce, tu n'as même pas besoin de parler avec lui, il n'en a rien à faire. Donc finalement, tu vois, va falloir passer par d'autres astuces. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte que tout dire dans une vidéo, ce serait impossible. Encore une fois, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ça, ce serait la deuxième erreur. Et après, la troisième erreur que moi je remarque souvent chez les gens qui veulent se lancer, notamment chez des amis à moi, qui ont un style d'investissement, on va dire. Si tu veux, pour moi, il y a 2 cas d'investisseurs. Tu as les investisseurs qui vont à fond, qui font les choses correctement, et puis tu as les investisseurs qui vont avec un pied mais qui ne veulent pas mettre l'autre devant pour avancer et faire les choses dans le bon ordre, parce qu'ils ont peur d'investir de l'argent, ou alors ils ont peur que ça se passe mal et que finalement ils s'y retrouvent pas. Et du coup, vu qu'ils y vont pas à fond, tu vas retrouver des trucs, des rénovations bâclées, des choses qui sont très souvent faites soi-même. Par exemple, la peinture ou la tapisserie qui va être posée, ça va être dégueulasse, les finitions sont horribles, pas d'isolation parce qu'on se dit que ça va coûter moins cher, on prend pas en considération le DPE. Enfin, tu vois, il y a pas mal de petites choses. Donc, je dirais que la troisième chose, c'est vraiment la partie rénov, où il faut que ce soit quelque chose de quali, très bien fait par des professionnels, quitte à payer plus, mais vraiment, il faut que ce soit quelque chose de qualitatif qui dure dans le temps. Ok, super. Justement, pour éviter ces erreurs, je sais que tu accompagnes des personnes aussi à se lancer dans les low rooms. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors en fait, moi, j'accompagne les gens notamment qui veulent se lancer dans la location saisonnière. Donc, on a 2 types de formations à l'heure actuelle. On a la formation pour la location nue, où on apprend les choses basiques de l'investissement immobilier, notamment l'autofinancement, comment gérer les travaux, comment trouver des artisans, etc., etc. Et ensuite, on a une formation complémentaire qui est dédiée à la location saisonnière, et notamment donc les logements haut de gamme type love room, logement atypique, etc. Où là, dans la formation, j'explique de A à Z comment s'y prendre et comment je fais pour chacun de mes appartements pour avoir une rentabilité de remplissage à hauteur des 90%, avec un prix de revient moyen pour un produit fini en dessous de 100 000 euros. La promesse finalement, c'est de générer au moins 1 000 euros de cash flow par mois par appartement pour chaque personne qui souhaite ouvrir sa love room, et on les accompagne
l'accompagne du début à la fin. Et ça, tu fais ça essentiellement en Alsace ou un peu partout ou Alors, si la personne elle souhaite investir dans un autre secteur, il n'y a aucun problème. On peut l'accompagner, que ce soit à Nice, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, etc. Il n'y a vraiment pas de problème. La seule chose, c'est qu'on ne sera pas là forcément tous les jours physiquement sur place. On valide plutôt le projet, donc l'achat, le secteur, le lieu, faire une étude de marché, etc., etc. Donc là, c'est une autre forme de prestation, puisqu'on a la prestation entre guillemets haut de gamme, où là on accompagne individuellement chaque personne, où on prend maximum 12 personnes par an, et on les prend vraiment individuellement, mon associé et moi-même. Et on a la formation location saisonnière classique, où là tu as tous les modules de formation qui te permettent de pouvoir faire les choses toi-même sans faire d'erreur. Ok, super. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, soit on peut me contacter via Instagram, donc je te donnerai On mettra le lien dans la description. Et sur ma chaîne YouTube qui est donc Stratégie IMO, où je viens de la lancer justement la semaine dernière, où je vais commencer à mettre au fur et à mesure des vidéos sur le sujet pour montrer aux gens comment faire. Ok, excellent. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, histoire super inspirante. Encore merci Kevin pour ce partage. Et puis, si vous avez des questions, allez-y en commentaire, je mettrai aussi les liens pour que vous puissiez le contacter. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Boom.